Merci. Donc bonjour tout le monde. Je ne vais pas forcément passer en détail tout ce qui vient d'être dit, mais bon, voilà, on va avoir un petit aperçu de la contamination chimique environnementale liée au PFAS. Avant de commencer à parler des PFAS, juste remontons un cran au-dessus. La pollution chimique, à notre époque, est quelque chose d'avéré. Je pense qu'elle ne fait plus débat. Quelque chose qui est véhiculé à la fois par les médias, mais aussi par le monde scientifique, comme le montre ce schéma. En 2022, une équipe internationale pluridisciplinaire qui est à l'origine du développement de ce qu'on appelle les limites planétaires a mis en évidence que la limite planétaire liée aux noble entities, donc noble entities, ce sont en fait les substances chimiques, était dépassée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on a dépassé un point de bascule. On n'est pas forcément rentré dans une ère absolument catastrophique, mais par contre, on est dans un état qui n'est plus réversible et ce point de bascule est alerteur. C'est lié à quoi? C'est lié en fait à l'utilisation que nous faisons des molécules chimiques. L'équipe s'est basée sur toutes sortes de données, notamment des données de consommation et de production. Comme vous pouvez voir sur ce schéma, nous avons une production et une consommation de produits chimiques qui ne fait qu'augmenter, malgré des restrictions, malgré des réglementations, malgré une prise de conscience. On peut voir par exemple que la production de plastique, et Dieu sait qu'on en parle, Dieu sait qu'on a essayé de mettre en place des réglementations, a augmenté de quasiment 80% entre 2000 et 2015 et est extrapolé en augmentation pour les 10 à 20 prochaines années. Ces produits chimiques, donc en fait, sont utilisés. Ils sont d'abord produits, ensuite ils sont utilisés pour de multiples usages, qu'ils soient agricoles, domestiques, industriels, pharmaceutiques, santé. On est vraiment confronté à un multi-usage, donc à des multisources croisées, interconnectées ou pas. On est confronté à une problématique multiclasse dans laquelle s'inscrit en fait la famille des PFAS et multicomposés. Donc les composés sont multiples et variés au sein de chaque famille, mais aussi en interfamille. Ces composés, une fois qu'ils sont utilisés, alors une fois qu'ils sont fabriqués et une fois qu'ils sont utilisés, entrent dans l'environnement et impactent l'ensemble des compartiments, que ce soit l'air, l'eau, les sols, les eaux superficielles ou les eaux souterraines, puisque en fait, ces compartiments sont interconnectés et que l'environnement est le réceptacle ultime de tout ce que nous avons en fait développé, de tout ce que nous utilisons et consommons. Bien évidemment, nous avons des réglementations par famille. Donc ça, c'est un des biais en fait à nos actions, parce qu'on compartimente. Donc on travaille sur les PFAS, on travaille sur les plastiques, on travaille sur les pesticides. On a du mal à travailler sur quelque chose de plus holistique, on ne sait pas faire pour le moment. On réglemente aussi les émissions et les rejets et on réglemente en fait les milieux. Donc on a des réglementations fortes sur l'eau. Mais ce ne sont pas les mêmes que l'on trouve pour les sols, par exemple. Ce ne sont pas forcément les mêmes molécules qui sont ciblées, ce ne sont pas forcément les mêmes listes. Donc on a une très grande disparité, ce qui nous empêche d'avoir une vision et une démarche intégrée. L'environnement, c'est une ressource pour l'être humain, on impacte cet environnement, mais on l'utilise comme ressource l'eau par exemple, l'air, ressource vitale, les sols, notre agriculture. Il ne faut pas oublier que ce sont des milieux de vie, pour des centaines et des milliers d'espèces, animales, végétales, dont l'état de santé est largement moins documenté que l'état de santé des populations humaines, parce qu'en fait on ne connaît pas grand-chose. Et ces milieux de vie sont excessivement fragiles, bien plus fragiles pour certains que l'humain, parce que nous avons développé des capacités métaboliques que certaines espèces, notamment aquatiques, n'ont pas développées. Les PFAS dans tout ça, les PFAS dans tout ça, c'est une des classes d'intérêt, une des classes qui participe à cet exposome chimique, à ce déplacement planétaire. Les PFAS, on en parle depuis ce matin, donc c'est un sujet bien documenté. C'est un sujet dont tout le monde s'est plus ou moins pris de passion ou du moins d'intérêt, que ce soit les médias, mais également les politiques, également les scientifiques, comme vous pouvez le voir sur ce transparent. Les scientifiques ont travaillé depuis de nombreuses années. On commence à avoir les premiers papiers sur les PFAS, toxicologiques et environnementaux, dans les années 2000. Donc on a quand même 26 ans de recul, mais parcellaire. Et on a une explosion
en fait, au début des années, enfin milieu des années 2000, 2015, 2017, où on trouve de plus en plus d'études. Et là, on en fait actuellement dans l'augmentation presque vertigineuse. Il faut publier PFAS à notre époque. Hein. Voilà. D'ailleurs, on oublie même les autres familles, ce qui peut être un problème, puisque alors l'effet mélange dont on a parlé précédemment vaut aussi au-delà des classes. Ce qui va faire l'impact toxique des PFAS, c'est aussi leur présence en cumul avec des pesticides, des pharmaceutiques et toutes sortes d'autres molécules, des hormones naturelles, non naturelles. Je ne reviendrai pas sur la définition de l'OCDE, vous l'avez vu en large, en travers. Donc, c'est celle qui actuellement est la plus utilisée. Il y en a de nombreuses autres. Et on travaille à essayer d'avoir quelque chose de plus encore scientifique. C'est une famille donc très complexe, avec donc un nombre de molécules potentielles très conséquent. Donc, on a parlé depuis ce matin des 10 à 12 000 de l'OCDE, mais on peut dénombrer de façon plus large des millions de molécules qui pourraient rentrer dans cette catégorie, sans que ces molécules soient particulièrement utilisées. Hein. Elles sont déposées, elles existent, elles ont un numéro CAS. Ces différentes définitions ou listes vont avoir des composés différents. Vous voyez que, par exemple, au niveau de REACH, on a 500 PFAS qui sont listés pour les 10 000 que l'on a au niveau de l'OCDE. On a très peu d'informations sur l'historique, en fait, l'historique concernant toutes ces molécules. On va avoir un historique conséquent sur le PFOA ou les PFOS. Mais, en fait, on l'a vu, ces molécules sont déjà des vieilles molécules et elles sont réglementées. Finalement, on a déjà fait ce qu'on pouvait faire sur le PFOA et le PFOS. Et toutes les autres molécules, elles manquent cruellement de données toxicologiques, mais données aussi environnementales. On a les familles non polymères à opposer ou à confronter aux familles polymères. Et puis, on a aussi les molécules perfluorées, totalement substituées en fluor, et les molécules polyfluorées, beaucoup plus nombreuses. Et alors, qui commencent à être bien étudiées, mais qui l'étaient moins, et qui sont beaucoup moins éternelles même que les perfluorés, puisque le fait d'être polyfluoré va leur permettre d'être dégradés. On va revenir sur cette notion de dégradation. Donc les composés donc, de type PFAS, chaîne alkylfluorée, donc sont des composés qui ont une part hydrophobe avec des têtes ou des groupements hydrophiles qui leur donnent donc une caractéristique amphiphile. Donc ils ont un très grand intérêt dans toutes sortes d'usages. Donc on l'a vu ce matin, des usages plus ou moins stratégiques ou plus ou moins pertinents. Il est clair que le pop-corn micro-ondable, on aurait pu largement s'en passer. Et par contre, d'autres usages beaucoup plus prégnants, eux, questionnent. Les sources dans l'environnement vont être des sources au moment de la fabrication, ce sont des sources directes, mais ce sont aussi des sources indirectes. Elles sont industrielles, mais elles sont aussi domestiques. Domestiques de par l'usage que nous faisons de ces biens manufacturés. Les composés, donc aussi nombreux, sont finalement peu réglementés. Donc, je reviens sur ce que Xavier a déjà présenté. On a donc 3 composés qui sont strictement réglementés. On a un certain nombre de molécules qui sont à l'étude actuellement. Et puis, donc, on a beaucoup de molécules non réglementées et les polymères, pour le moment, non réglementés aussi, en lien avec tout ce qui a été discuté ce matin. Ce qui ne facilite pas, bien sûr, l'appréciation globale liée à cette famille. On n'a toujours que des petits bouts parcellaires. Les listes, puisqu'en fait, pour pouvoir qualifier un danger, il faut pouvoir le quantifier. On ne sait pas tellement faire autrement. On a besoin d'une relation dose, présence, dose, toxicité. Et donc, pour pouvoir avoir ce lien, il nous faut donc les quantifier. Pour pouvoir quantifier des molécules, il nous faut avoir les étalons, les standards, et il faut définir des listes. Un chimiste sait bien doser une molécule quand il l'a dans un petit flacon sur sa paillasse et qu'il va pouvoir développer des méthodologies analytiques. Je vous ai rassemblé ici les PFAS les plus dosés actuellement, c'est-à-dire qu'on a largement dépassé les 2 susnommés PFOA et PFOS. On est donc souvent sur la liste des 20 inclus dans la réglementation de l'eau de consommation humaine, mais on a souvent des listes qui vont grosso modo à la trentaine de molécules et quand on a des moyens analytiques conséquents, on en dose 50 à 60. 50 à 60 au regard des 500 de REACH, au regard des 10 000 de l'OCDE. En fait, on dose un tout petit bout
de la complexité. On est vraiment confronté au phénomène d'iceberg, en fait. On n'a qu'une petite part immergée du problème. La chimie de l'environnement et les PFAS. Donc, que font des chimistes de l'environnement? Ils essayent de développer des méthodes analytiques pour les caractériser, méthodes analytiques qualitatives et quantitatives, pour caractériser donc l'identité, mais aussi les doses d'exposition et également les flux. Parce qu'on a parlé de tox, mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir accès à la quantité globale qui peut être stockée dans les compartiments environnementaux notamment, ou même dans les corps des individus, notamment le corps humain. On est un joli petit réservoir de PFAS en fait. Et on participe à l'alimentation et à l'écodynamique de ces composés simplement parce qu'on les accumule. On peut les transférer quand on a des enfants, et on va les renvoyer dans le cycle par toutes sortes de métabolismes, d'expressions, etc. On va essayer de comprendre et d'étudier les sources qualitativement et quantitativement, puisqu'en fait, c'est à partir des sources qu'on pourra agir. Les sources sont de deux types. Soit ce sont des sources vraiment de fabrication, soit ce sont ce qu'on appelle des sources vecteurs. Ce matin, dans une question, on a entendu parler des stations d'épuration. Les stations d'épuration ne sont pas des sources au sens propre du terme, mais ce sont des gros vecteurs de PFAS vers les milieux aquatiques, parce que tout ce que nous consommons transite en grande partie par les eaux usées. Et donc, nous allons essayer de comprendre l'écodynamique en termes de transfert, mais aussi de réactivité, et travailler avec des toxicologues ou écotoxicologues pour l'impact. Les sources de PFAS, très rapidement, et ça a déjà été dit, eh bien, on les a au moment de la production de PFAS. Alors, de moins en moins, mais de façon notable quand même dans le passé, la production de PFAS a fait une émission de molécules de toutes sortes. La fabrication donc, des produits contenant des PFAS va aussi émettre potentiellement des PFAS vers l'environnement. On va bien évidemment utiliser ces composés, donc toutes sortes de produits et de biens de consommation. Et puis, donc, lors du traitement, on va également avoir possiblement des émissions de PFAS, de la perte en ligne. Et notamment, ce qu'on sait actuellement, c'est que pour le milieu aquatique, les stations d'épuration ne sont pas des sources, mais sont des vecteurs sources de PFAS utilisés dans les biens dans la consommation, notamment une grande partie de nos poêles vont relarguer des débris. Ces débris se retrouvent dans nos eaux usées et finissent en station d'épuration. Les stations d'épuration actuellement, à part les stations d'épuration de très haut niveau technologique, tertiaire ou quaternaire, ne traitent pas les PFAS. Ce sont des composés persistants mobiles dont le temps de séjour pour être traité est trop important. Donc en fait, nos stations d'épuration, à quelques exceptions près, vont pouvoir traiter par exemple le PFOS parce qu'ils vont l'absorber, mais sinon on a vraiment une sorte de petite passoire de par la mobilité de ces molécules et le manque de réactivité. Donc tout ceci participe à contaminer l'environnement, donc ça c'est avéré. L'environnement est contaminé de par l'introduction, mais de par aussi l'écodynamique. Ces composés sont mobiles, ils sont solubles. Donc en fait, ils vont pouvoir être véhiculés par les courants aquatiques. Donc par exemple, on sait qu'un grand nombre de PFAS se retrouvent, je vous montrerai juste un petit chiffre, en Arctique, véhiculés par les courants océaniques. Et d'ailleurs, on a des traceurs, on peut utiliser le PFOA comme traceur océanique de nos univers occidentaux vers des univers un peu plus préservés. Donc ces molécules étant très spécifiques, n'étant pas naturelles, en fait, on peut les utiliser pour tracer des mécanismes de contamination plus globales. Au niveau ensuite de l'environnement, on va avoir des interconnexions entre compartiments. Les PFAS présents dans l'eau vont pouvoir se volatiliser, vont pouvoir donc passer dans l'atmosphère. L'atmosphère va pouvoir les véhiculer, il va pouvoir y avoir de nouveau des précipitations sèches ou humides. Et en fait, on a un cycle infini. Et c'est pour ça que les flux sont très importants, parce qu'en fait, on a besoin de connaître la quantité totale que l'on a dans l'environnement, que l'on ne connaît pas. Parce que si on arrête demain le robinet des PFAS, il y en aura encore pour un très grand nombre d'années. On est de nouveau confronté à la même problématique que les polychlorobiphényles qu'on a traités dans les années 60. On a encore, dans certains endroits du globe, des problématiques PCB, non pas du fait de l'utilisation, mais du fait du réservoir secondaire environnemental. On va avoir exactement la même histoire avec les PFAS. Donc, il est important de connaître cette notion de réservoir secondaire environnemental. Alors, quelques illustrations des études que l'on peut faire. Là, c'est une étude très récente que nous avons conduite dans le bassin Adour-Garonne, qui fait partie de la thèse de Quentin Dubois. Et nous avons essayé de définir quelles étaient les sources dans notre environnement. Alors, on a la chance à Bordeaux, on n'est pas la région la plus contaminée par la chimie de France, mais on a quand même des signaux non négligeables.
Et donc, on voulait comprendre d'où venait la contamination que nous avons mis en évidence dans l'estuaire de la Gironde. On n'a pas une grosse chimie, hein, Bordeaux, pas... Mais par contre, on a un joli aéroport. Et donc, on a pu voir une très bonne corrélation entre l'empreinte donc, au niveau de l'aéroport, ensuite dans une petite rivière qui se jette dans l'estuaire de la Gironde, et nous sommes en train de calculer les flux, et c'est notable. On a vraiment une source ponctuelle. Alors ça, c'est lié à l'usage, hein, les exercices anti-incendie, puis également les avions. Les avions émettent des PFAS. Donc les aéroports sont des points chauds. Ils sont plutôt victimes, hein, ils ne vont pas forcément fabriquer des PFAS, mais ils se retrouvent donc pointés du doigt pour un apport donc, au milieu aquatique non négligeable dans toutes les régions du monde, hein, et en France. Et ce qu'on peut voir, c'est que vous avez donc les FTAB et les FTSA. Donc ça, ce sont des PFAS, on va dire émergents. Ce sont des fluorotalomères. Donc c'est pas les carboxylates, c'est pas les sulfonates, c'est pas le PFOS et le PFOA. Ce sont des molécules qu'on a pour le moment moins étudiées, mais qui se retrouvent donc notamment dans les mousses anti-incendie et que l'on retrouve beaucoup dans le milieu. Ce que font ces molécules, c'est qu'ensuite elles se transforment, et elles se transforment en plus petites molécules, et notamment en PFOS ou PFOA. Donc on peut arrêter la fabrication des PFOA, PFOS, mais si on a des précurseurs en quantité non négligeable, on continuera à alimenter, parce que comme l'a dit Xavier, ils sont éternels si l'on veut. En fait, ils ont quand même une durée de vie conséquente, mais ils se dégradent. Et ils se dégradent au sein de leur propre famille, générant des plus petites molécules, avec des mécanismes qui ne sont pas toujours totalement connus. Leur écodynamique, eh bien, on est vraiment confronté à une population qui les a amenés à rentrer dans le top des polluants problématiques. Ils sont persistants, mais ils ont aussi une échelle de distribution globale. Donc on les retrouve à l'échelle locale. Vous avez ici le cas du bassin versant à Dour-Garonne, encore une fois. J'ai choisi cette région parce qu'elle n'est pas particulièrement pointée du doigt dans les médias. On n'est pas près de Lyon. On est dans une région qui pourrait être considérée comme finalement moins problématique. Vous verrez que ce n'est pas forcément le cas à cause de certaines particularités. Et donc, on a une assez jolie cartographie conduite par l'Agence de l'eau. Donc, sur un nombre de PFAS limité, cette étude a collecté les données sur 20 PFAS. Et vous voyez que de l'échelle locale, eh bien, on a la démonstration, et ce n'est pas récent, vous voyez que l'étude date de 2011, eh bien, on a une contamination généralisée qui touche même l'Antarctique. On trouve des PFAS, et on trouvait dans les années 2010 des PFAS en Antarctique, montrant leur capacité de mobilité à l'échelle globale. C'est en cela qu'ils sont préoccupants, parce que l'échelle globale est difficilement gérable. C'est le problème climatique. Facile de gérer plus ou moins une pollution à une échelle locale très limitée dans l'espace. Beaucoup plus difficile à une échelle globale. Des données, alors assez récentes, hein, puisque actuellement ça se documente beaucoup grâce à des progrès du chimie analytique, dont je vous parlerai très très brièvement, parce que c'est jamais très sexy la chimie analytique. Mais en fait, pour générer toutes ces données, il faut quand même faire de la chimie analytique. Voilà, ça ne plaît pas toujours, on aime beaucoup plus les données, mais il faut en passer par là. Donc ça, c'est une cartographie qui a été publiée par un groupe international. On voit que donc, ce sont les eaux, toutes sortes d'eaux. On voit que donc, les eaux sont bien impactées. On voit qu'on a des points chauds. L'Australie est dans les top one de la contamination. C'est lié à l'utilisation qu'ils ont fait de toutes sortes de biens de consommation, lié aussi à leur qualité. Les eaux ne sont pas forcément en très grande quantité. On a un rapport source sur volume, et donc leurs eaux concentrent. Et puis ils ont aussi quelques bases militaires et aéroports peu vertueux qui ont utilisé des grandes quantités de produits de toutes sortes. Les États-Unis, c'est assez bien impacté également. Pareil, lié à des habitudes. Donc au-delà d'usage, il y a le mode de vie aussi. On a besoin de sociologues pour comprendre tout ça. Parce que la sociologie est importante, on n'aura pas les mêmes caractéristiques selon les différents territoires. Donc on parlait de réglementation mondiale. Donc vous avez vu la Convention de Stockholm a ciblé PFOA et PFOS, parce qu'eux, ils sont génériques. Mais les autres composés vont pouvoir être utilisés de façon différentielle selon les différents zones du globe. Donc on a quand même assez souvent les dépassements, alors c'est juste à titre indicatif, mais les dépassements par rapport à cette norme dont Xavier vous a parlé, que j'ai remis là, donc la norme de l'eau de consommation humaine. Donc
les eaux sont quand même impactées et deviennent impropres à la consommation. Au regard des changements globaux et climatiques, c'est quand même préoccupant puisque la ressource en eau se raréfie. Au niveau donc de la France, eh bien, on a, et dès les années 2010, donc là je vous ai mis une étude qui est un peu une étude, on va dire, qui a fait date, pilotée par l'INERIS, le ministère de l'Environnement en France. Et c'était donc une campagne exceptionnelle exploratoire dans laquelle plusieurs laboratoires ont participé, dont le nôtre. Et nous avons pu cartographier pour une première fois une contamination PFAS à l'échelle donc du territoire français. Donc clairement, vous avez les fréquences. Donc à cette époque-là, PFOS et PFXS, 80% de détection dans les eaux. Donc c'est conséquent. Ils sont ubiquistes. Une médiane assez faible, 8 nanogrammes par litre. Donc c'est pas très élevé. Hein. C'est en dessous des seuils de protection de l'eau potable. Un dépassement quand même pour le PFOS de la NQE, une norme de qualité environnementale. Donc cette norme, vous voyez, elle est très faible, 0,6 nanogrammes par litre. C'est pas neutre. Pourquoi ? Parce que le PFOS est très toxique. Donc on a une réglementation pragmatique et rationnelle, pas forcément toujours toxicologiquement documentée sur l'eau de consommation. Par contre, pour un milieu, une NQE de 0,6 nanogrammes par litre, qui peut déclasser de très nombreuses masses d'eau par rapport à cette teneur. Et donc, vous avez la distribution sur la somme de ces 20 PFAS à cette époque-là. La cartographie, eh bien, on voit que notre territoire français est marqué de façon différentielle. On a parfois une empreinte plus sulfonate, on a parfois une empreinte plus carboxylate, on a parfois une empreinte où on voit des fluotélomères apparaître. Et vous voyez qu'on arrive quand même à relier certaines empreintes à des typologies de sites. Donc des sites de production qui vont être plus typés par rapport à ce qu'ils produisent, les sites aéroportuaires comme là, Toulouse-Blagnac, bon, à cette époque-là, et pas forcément celui de Bordeaux, et donc ensuite contaminations qui vont être plus dans la logique diffuse et transformée. Vous voyez que la région de Bordeaux, finalement, puisque le cercle indique la concentration, n'est pas finalement si préservée que ça par ces composés-là. Et là, on est typiquement dans une contamination diffuse, ubiquiste, domestique et non industrielle à Bordeaux. Pour les sédiments, on a le même schéma. Les composés sont présents. On les trouve avec une très forte fréquence de détection. Vous voyez que nous avons conduit 2 campagnes exploratoires. 2012, petite liste, 20 molécules. 2018, la liste élargie et notamment ces produits émergents, ces fluorotélomères. Eh bien, ces composés d'intérêt émergent, quand on les a cherchés, on les a trouvés. Pourquoi on ne les a pas cherchés en 2012 ? Parce qu'en fait, nous n'avions pas les étalons. Ils n'existaient pas commercialement parlant. On ne pouvait pas les acheter et on ne les avait pas à notre disposition. L'intérêt des PFAS d'intérêt émergent, eh bien, c'est qu'ils sont quand même relativement conséquents et si on les compare aux PFAS historiques dont certains sont réglementés, eh bien, ils ne sont pas négligeables et ils correspondent à une assez forte proportion de la contamination globale. Alors, contamination globale au regard de la liste dosée. Donc, contamination globale sur une quarantaine de molécules. Et donc, le petit bout de l'iceberg. On peut faire donc des empreintes, ça c'est intéressant pour faire du source assessment et comprendre d'où viennent les PFAS quand ensuite on veut accompagner des politiques publiques pour essayer d'améliorer un petit peu la situation. Donc on peut travailler par des approches de classification ascendante hiérarchique. Et vous voyez que selon les sites, on a mis donc en évidence une typologie de sites dont la contamination montre que ce sont des sites qui sont distants de centres urbains, donc relativement préservés. Alors préservés, mais quand même impactés par ces molécules. Ensuite, des centres urbains avec des aéroports qui ont donc ces fameux fluorotélomères et ces précurseurs. Et puis donc une empreinte, des signatures plus particulières quand on a des sites industriels qui vont donc produire ou utiliser. Qu'en est-il donc de l'échelle mondiale par rapport à d'autres compartiments ? Là, je vous ai montré l'eau sédiment, l'eau. Mais qu'en est-il de l'eau de pluie ? Qu'en est-il de l'atmosphère ? Qu'en est-il des sols ? Donc ça, c'est une étude qui a rassemblé toutes sortes de données à l'échelle mondiale et qui s'intéresse à la pluie. Et donc c'est l'équipe de Yann Cousin, qui est vraiment un des spécialistes internationaux des PFAS depuis maintenant 20 ans.
Lui, il est même arrivé avec son équipe à proposer une nouvelle limite planétaire associée à ces molécules. Parce que, eh bien, vous voyez qu'on trouve beaucoup de ces composés dans l'eau de pluie et on les trouve à des niveaux qui dépassent ce niveau de référence de l'eau de consommation. Au niveau de l'atmosphère, est-ce qu'on en trouve? Bien oui, on trouve des PFAS dans l'atmosphère. Vous avez ici un travail d'Atmo-Auvergne, puisqu'en fait, toutes les ASCA de France vont lancer une grande campagne de caractérisation de la contamination atmosphérique, parce qu'on nous manque de données en France. Vous voyez que les Chinois, eux, ont beaucoup de données. On comprend pourquoi ils ont beaucoup de données. C'est une des zones les plus impactées par les PFAS actuellement. C'est lié au site industriel et c'est lié au manque de réglementation. Et c'est lié aussi à l'usage qu'ils en font dans leurs grandes mégalopoles, où on va avoir de la concentration. Et donc, vous voyez les teneurs, hein, donc les sites chinois en rouge, industriels, le site urbain monstrueux, donc aussi au niveau de la Chine, et quand même une très grande variabilité. On a des contaminations qui ont un facteur 10 à 100 d'écart pour les mêmes molécules, encore une fois, selon les usages, les territoires, les consommations. Au niveau des sols, eh bien, on a la même chose. On a moins de données, mais en fait, on a aussi une contamination généralisée. Vous voyez aussi que c'est une pollution, alors je pense que c'est Xavier qui en a parlé, une pollution qui frappe les pays développés, les pays industrialisés, mais c'est aussi quelque chose qui est totalement injuste, parce qu'en fait, il faut avoir des moyens analytiques très performants pour doser ces molécules. Et en fait, beaucoup de pays n'ont pas les moyens analytiques, et donc vous voyez notamment que tout le continent africain manque de données, et le peu de données qu'on a montrent qu'ils sont impactés. Contrairement au PCB, le continent africain était peu impacté par les PCB, et par contre, là, il est très impacté par les PFAS. Vraisemblablement, de par les grandes îles, de par l'usage de biens de consommation pas de très bonne qualité, peut-être aussi de par des centres de stockage de déchets pas fantastiquement gérés. Donc, on a une pollution généralisée. Pollution généralisée, mais que l'on n'a abordée que par le petit bout de la lorgnette. On ne dose que 50 à 60 molécules sur les milliers de molécules potentiellement présentes, voire plus. Donc, on a ce qu'on a appelé la problématique des unknowns. Il nous faut arriver à développer une approche plus holistique. Donc, pour cela, eh bien, plusieurs méthodes doivent être mises ensemble. Un dosage moléculaire d'analyse ciblée de 30 molécules, c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Et donc, actuellement, toutes sortes de méthodologies, donc je vous ai indiqué pour que vous les ayez, les méthodes globales qui vont aborder le fluor global. On a vu que ce n'était pas forcément totalement pertinent, mais ce fluor global va ensuite être objectivé par rapport au fluor organique total, au fluor inorganique total, et ensuite donc aux différentes familles, donc les familles extractibles, donc là on rentre dans les molécules, ensuite donc des analyses ciblées, donc c'est ce que je vous ai montré pour le moment, des analyses non ciblées, et puis des méthodes un petit peu plus globales, et c'est ce que j'ai choisi de vous présenter pour conclure. Donc une approche intéressante que l'on appelle le top essai. Le top essai, c'est en fait d'utiliser la chimie d'oxydation pour aller pouvoir caractériser des molécules qu'on ne connaît pas, en les transformant en molécules que l'on connaît, donc ces fameux précurseurs. Je vous en ai montré quelques-uns, ce sont les précurseurs qu'on connaît, mais on sait qu'il y a énormément de précurseurs qu'on ne connaît pas. Une façon de les aborder, c'est de les transformer par oxydation ménager en molécules que l'on sait doser, donc les petits carboxylates, par exemple. Donc on va faire une oxydation et on va avoir une conversion des précurseurs en acide perfluoroalkylé et on va pouvoir estimer la part non dosée. Cette part non dosée n'est pas du tout négligeable. Donc là, je reviens sur l'étude préliminaire nationale précédente. Et donc, nous avons rajouté ces précurseurs non dosés. Et vous voyez que nous avons 50% de ce qui est présent dans les échantillons qui, en fait, n'est pas dosé. On arrive à mettre en évidence cette proportion en oxydant et en faisant apparaître 50% de molécules supplémentaires. On travaille en bilan, bien sûr, molaire. Et ensuite, on s'est amusé à faire des corrélations. Et on a quand même réussi plus ou moins à corréler les PFAS dosés aux PFAS non dosés, aux inconnus révélés par le top essai. Donc ça veut dire qu'on aurait des sources communes. Donc ça, c'est intéressant. Si on attaque la source qui va être identifiée par des listes ciblées, eh bien, ça devrait avoir un effet sur les précurseurs inconnus. Néanmoins, ça ne nous donnera pas d'indication toxicologique. Dernière méthode analytique qui se développe actuellement, donc c'est ce qu'on appelle l'analyse par spectrométrie de masse haute résolution.
en soit développant l'approche suspecte, soit l'approche non ciblée. Ce que l'on fait classiquement, c'est l'approche ciblée. On définit une liste de molécules, on a des étalons et on développe les méthodologies par spectrométrie de masse couplée à la chromatographie. Et donc, on est limité. Notamment parce qu'on manque d'étalons. Donc, deux types d'approches. L'analyse suspecte, qui nous permet de travailler sur la masse exacte et sur les rapports isotopiques et les valeurs de masse du fluor. Et l'analyse non ciblée, qui va travailler que sur le fluor par des défauts de masse et les défauts de Kendrick, qui sont spécifiques des composés fluorés. J'ai choisi de vous présenter une étude qui est intéressante, qui a utilisé la méthode suspecte. 4800 molécules ont été, alors pas ciblées, mais ont été identifiées comme pouvant être suspectes, sans étalon. Et donc, cette équipe a screené au niveau du Danube. Danube est un fleuve modèle relativement bien impacté. Donc, les 4800 PFAS. Ils en ont trouvé, alors vous allez dire 4800, et finalement, vous n'en trouvez que 72. Donc, il est clair que l'effort paraît un peu disproportionné. Le problème, c'est que c'est quand même très complexe à interpréter comme signaux, mais n'empêche que ces 72 PFAS n'avaient pas été mis en évidence par l'analyse ciblée, et notamment cette équipe a pu réellement pointer du doigt la présence de 18 PFAS préoccupants, et dont 13 complètement nouveaux, qui n'avaient pas du tout été ciblés dans aucune étude. Et ces PFAS sont en cours d'évaluation toxicologique sur la base de XAR et montrent quelques problématiques préoccupantes, notamment de type un peu perturbation endocrinienne, dont on a entendu parler avec Xavier. Pour terminer et faire le lien avec l'exposé d'après, bien évidemment, ces composés, on peut les dégrader. Alors, on peut les dégrader avant qu'ils arrivent dans l'environnement ouvert. Donc, typiquement, dans nos steppes, ou quand on va collecter des effluents. Dans l'environnement, c'est trop tard. On n'arrivera pas à traiter notre environnement ouvert. On ne traitera pas nos rivières, nos fleuves, nos océans. On devra attendre une réhabilitation naturelle, comme pour les PCB actuellement. Les PCB, il a fallu à peu près une centaine d'années pour commencer à avoir des niveaux vraiment en baisse. Voilà, donc bon. Les PFAS sont pour certains moins stables que les PCB, mais ils sont beaucoup plus nombreux en nombre et en complexité. Donc les dégradations, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, on sait dégrader en partie, pas totalement. Donc les dégradations, il y a toutes sortes de procédés. Des procédés par membrane, des procédés par absorption, des procédés par oxydation. On essaye aussi de développer des procédés biologiques de dégradation, ça marche. Mais toujours pareil, ça marche sur certaines molécules et pas toutes. Une méthode globale de dégradation, pour le moment, on n'en a pas. Donc on a réellement besoin de travailler ce volet-là, donc pouvoir quantifier l'abattement, de pouvoir optimiser les dégradations et de pouvoir surtout s'intéresser aux produits de transformation, tout en ayant en tête le coût. Parce que ces épurations, notamment en steppe, pour épurer des composés comme les PFAS, le coût de l'eau va devenir très important. On va devoir passer à du quaternaire et donc ça aura un coût pour la société. Et c'est là en fait où on questionne traitement, usage, consommation, rationalisation de tout ça. Un exemple à méditer, le TFA, vous en avez un petit peu entendu parler. Je vous ai mis des PFAS assimilés. Donc, comme ce matin, on a parlé des médicaments. Le fluopyram, c'est un pesticide. Et puis, donc, l'autre, c'est un réfrigérant. Et le TFA, vous avez donc sa structure. Ce TFA est très intéressant. C'est le plus petit PFAS. On a très peu de données de toxicologie sur lui. On a des études qui montrent qu'il pourrait être perturbateur endocrinien, mais les études commencent à peine, parce qu'en fait, on l'a découvert. Pourquoi ? Il était très difficile à doser, parce qu'il est très polaire, donc difficile à extraire. Il ne peut pas se concentrer. Quand on le concentre, on le perd. Et on devait développer des méthodes très sensibles, ce qui s'est fait ces 5 dernières années. Et pour continuer la méditation, alors ce n'est pas des données de Bordeaux, mais je me suis dit qu'il fallait que je finisse sur une histoire de vin. Eh bien, une très jolie étude des Allemands. Ils ont toujours de très belles études parce qu'ils font du specimen banking à tout niveau. Donc, ils gardent leurs vins pour les analyser. Et les vins, ce sont des témoins d'une époque. Et donc, vous voyez qu'ils ont donc revisité tous leurs vins par rapport à la présence de TFA. Les résultats parlent d'eux-mêmes, je pense, puisqu'actuellement, on est à 200 microgrammes par litre dans les vins allemands de la région qui a été utilisée. 200 microgrammes par litre, ce n'est plus de la trace ni de l'ultra-trace. Si on appliquait la teneur de l'eau de consommation, on arrête de boire du vin.
C'est très mauvais pour la santé, mais ça, on le savait déjà. Et donc, en conclusion, on peut dire que la communauté que je représente a pu démontrer que ces composés avaient une présence ubiquiste à l'échelle planétaire, qu'on avait donc un problème global, que cette contamination globale pouvait vraiment faire réinterroger ces notions de limites planétaires, que les concentrations étaient très variables. Il n'y a pas une situation comparable à une autre, ce qui complexifie la gestion et la compréhension, qu'on a quand même réussi à faire des liens présence et source, mais qu'on travaille avec des listes limitées. Donc les besoins, c'est d'élargir le spectre des molécules suivies, de vraiment gagner une vision holistique. Et puis là, je vais prendre un petit chapeau chimiste plus large. Oui, les PFAS, mais pas que. Une vision holistique globale, parce que la problématique des PFAS s'interrogera au milieu de la problématique globale de l'exposome chimique, et que dans certains cas, on va avoir des synergies, on va avoir des effets additifs entre toutes ces molécules, et que traiter un problème sans traiter, on va dire, le problème global, en fait, peut-être que dans 20 ans, moi, je ne serai plus là, mais quelqu'un d'autre viendra parler d'une nouvelle famille parce qu'on aura réédité la même problématique. D'où des notions un petit peu de conception dirigée par une vision un petit peu plus environnementale. Il est très important d'appréhender les produits de transformation parce que même si ce sont des molécules éternelles, elles se transforment. Et elles se transforment en molécules plus mobiles. Après, vous l'avez déjà dit, mais je le redis, pour les chimistes de l'environnement, il apparaît important de rationaliser et d'optimiser les usages, pas forcément de tout interdire, mais de se poser la question de quels usages nous voulons vraiment conserver et pour quel objectif. Diminuer les apports en quantité et en nombre, 4500 molécules, 5000 molécules, on ne sait pas doser en fait. Donc si on a une complexité chimique moindre, on sera plus pertinent. Je vous donne un chiffre de l'équipe de Wang et al. Dans Environmental Science and Technology, qui ont recensé 3500 substances chimiques, alors PFAS compris, mais pas que, utilisées et trouvées très fréquemment. Faire des économies d'échelle, associer vraiment dans la gestion globale et la compréhension globale la fin de vie de tous ces biens de consommation, de développer des ACV, mais des ACV qui vont prendre en compte le volet écotoxicologie et chimie de l'environnement, donc vraiment de faire évoluer l'ACV, et puis bien sûr d'améliorer les traitements, sachant que l'amélioration des traitements ne résoudra pas tout. Mais ça devient essentiel malgré tout. Donc, je remercie l'équipe qui travaille avec nous sur ces sujets, notamment Gabriel Munoz, Nicolas Macor, Caroline Simonet-Laprade et Quentin Dubois, dont vous avez vu les résultats lors de différentes thèses, donc des thèses qui se sont succédées sur une décennie. Donc, c'est les enfants PFAS de notre laboratoire. Et donc, vous, pour votre attention. Merci. Merci.